les vents, les eaux et même les feux, la nature semble avoir décidé de faire payer cash l'homme pour ses écarts environnementaux. Et vous l'aurez remarqué, l'actualité est pleine de ces événements-là que les gens attribuent au changement climatique. Certes, il y a des acteurs, les acteurs de la société civile qui ont décidé de freiner cette progression, cet élan vers les énergies fossiles. Christian Onkanou en fait partie. Il est l'un des responsables de Renewable Energy Coalition et aussi responsable de 350.org, Afrique francophone notamment. Il est avec nous ce soir, cet après-midi, pour ce numéro de votre émission parlementaire. Christian, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. La première question, c'est déjà chercher à découvrir ce que c'est que cette coalition, Renewable Energy Coalition. Le Renewable Energy Coalition, c'est en anglais. Le terme en français, c'est la coalition sur les énergies renouvelables. C'est une coalition que nous avons donc lancée au Togo avec des organisations de la société civile, une vingtaine d'organisations de la société civile et de mouvements de jeunesse qui travaillent sur les questions d'énergie renouvelable, mais qui ont compris qu'aller individuellement ne va forcément pas permettre donc d'atteindre les résultats. C'est-à-dire, vous savez, quand on marche seul, vous pouvez aller plus vite, mais vous n'allez pas souvent loin parce que vous vous fatiguez rapidement du chemin. Mais lorsque vous marchez en groupe, vous prenez le temps, mais vous allez souvent très loin. C'est ce concept que les organisations ont compris et ils ont décidé donc de se mettre ensemble. Nous avions lancé le réseau, cette coalition donc au Togo, et des organisations au Bénin ont pris part donc à cette réunion de lancement, et les organisations au Bénin ont également dit qu'il faut véritablement qu'il faut avoir également la même coalition au Bénin. Donc nous avions commencé au Togo, nous sommes venus faire une réunion au Bénin. Nous avions invité également une vingtaine d'organisations qui ont décidé donc de se mettre ensemble pour promouvoir les énergies renouvelables. Parce qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont la solution à la crise climatique, au changement climatique. Parlant de changement climatique, disons, je sais que une question va arriver, c'est le système qui a changé. Parce que depuis lors, nous avons vu les modifications dans le temps, mais les hommes ont accentué ce changement-là. Par le fait donc de l'industrialisation à outrance, nous avons connu donc les émissions de gaz à effet de serre qui ont beaucoup augmenté dans la nature pour causer le problème. Et donc nous avons un changement de système qui nous conduit dans le problème aujourd'hui. Et il faut véritablement donc prendre des actions efficaces pour apporter des solutions à ce problème auquel nous faisons face aujourd'hui. Voilà un peu d'où est-ce que la coalition est partie. Nous avons des organisations au Bénin très actives qui travaillent sur les questions d'énergie renouvelable, qui sont d'ailleurs en partenariat avec les ministères, donc le ministère de l'énergie au Bénin et aussi le ministère donc du cadre de vie et de l'environnement. Ce sont ces organisations professionnelles sur les questions de l'environnement qui se sont mis ensemble pour lancer la coalition sur les énergies renouvelables. Et notre objectif, il est clair, c'est-à-dire faire du plaidoyer pour que véritablement les gouvernants puissent massivement investir dans les énergies renouvelables. Parce que quand nous parlons d'énergie, c'est une question de développement aussi. Vous savez que... Justement, vous avez peut-être, on va dire, introduit cette interrogation-là, cette question que tout le monde se pose. Quand on s'engage dans le combat des énergies renouvelables, des énergies propres, l'autre question, c'est bien de se demander si déjà on avait d'énergie, si déjà on était développé. Oui, votre question elle est pertinente. Nous n'étions pas si développés sur les questions d'énergie. Quand nous prenons l'Afrique, la statistique qui me vient tout de suite en tête, c'est plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'énergie. On est en crise énergétique. Nous avons la crise énergétique qui est présente. Lorsque nous venons au Bénin, notre pays, d'où est-ce que nous parlons, c'est beaucoup plus dans les milieux développés, dans les grandes villes, que nous avons une certaine forme d'accès à l'énergie. C'est une certaine forme d'accès à l'énergie que nous avons. Qui, elle aussi, est sujette à interrogation. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et donc, voyant les chiffres, la crise énergétique, elle est présente. Mais pas parce que nous sommes dans une crise énergétique qu'il faut accepter toute forme d'énergie. Il ne faut pas accepter les énergies, les formes d'énergie qui nous ont induits dans le problème que nous dénonçons aujourd'hui, c'est-à-dire les énergies fossiles.
nous avons d'autres formes d'énergie qui sont aujourd'hui beaucoup plus compétitives et qui sont d'ailleurs moins chères. Parce que quand on parle d'énergie renouvelable, les gens disent, ce que les gens nous disent souvent, c'est que ce sont des énergies qui coûtent trop cher. Et on va en arriver de long en large parce que même les pays développés, on sent quand même que sur ce sujet, les gens sont un peu réticents, si vous voyez, si vous suivez mon regard. Ça semble être une question de riches, de privilégiés. Je suis bien votre regard, mais je suis dans les négociations climatiques depuis plus d'une dizaine d'années. Et je peux vous avouer que les débats ont assez évolué aujourd'hui, dans le sens de ce que nous demandons. Les pays industrialisés qui sont responsables du changement climatique, je peux citer pêle-mêle quelques-uns, les États-Unis, l'Inde, la Chine, ce sont les premières puissances qui ont contribué au problème aujourd'hui. Et ces pays ont pris des engagements pour accompagner les pays donc, qui subissent. Vous savez, l'Afrique subit de façon drastique le réchauffement climatique, la crise climatique. Nous subissons. Et donc, ces pays se sont engagés à accompagner le développement des énergies vertes, des énergies renouvelables, qui sont aujourd'hui beaucoup plus compétitives. Des études ont montré que si nous développons les énergies renouvelables, nous allons apporter de l'emploi à la jeunesse. J'aime beaucoup plus m'accentuer sur le cas de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique a une population jeune, comparativement aux autres continents. La jeunesse en Afrique, c'est un pourcentage très élevé. Mais cette jeunesse fait face aujourd'hui au problème de manque d'emploi. On va un peu s'attarder sur les engagements. Des engagements à l'action, le fossé peut être grand. Le cas des États-Unis, par exemple, on sait que les puits de pétrole n'ont pas fermé et que les espaces aussi d'extraction de gaz, si vous voulez, de schiste, n'ont jamais été aussi bien portants. Est-ce que ceci ne trahit pas les engagements? Je ne dirais pas non jamais. Les engagements n'ont pas été respectés. Je ne dirais pas ça. Je sais de quoi je parle. J'étais à Paris en 2015 à l'adoption de l'accord de Paris. Quand nous étions donc à la COP 21, les États-Unis étaient présents. Les États-Unis ont pris part à cet engagement, l'accord de Paris. Bien qu'après, nous avons eu donc l'arrivée de Trump qui a sorti donc les États-Unis de l'accord. Et après, donc, avec la pression donc, de l'envoyé climatique des États-Unis, les États-Unis sont revenus. Parce que lorsque les États-Unis sortent donc, de l'accord de Paris, c'est un gap en matière de financement. Parce que quand on parle d'engagement, il faut voir aussi côté financement. Parce que lorsque les pays s'engagent, ils s'engagent sur le plan donc, financier, ils s'engagent donc à accompagner les pays en voie de développement comme le nôtre, à élaborer des projets et également donc à envoyer des ressources pour mettre en œuvre ces projets-là. Nous avons besoin de centrales hydroélectriques, nous avons besoin de centrales éoliennes, nous avons besoin de centrales solaires dans nos communautés. Et le gouvernement béninois fait beaucoup d'efforts. Nous avons un très bon programme que j'ai étudié récemment avec le ministère de l'Énergie au Bénin, le PONADER. C'est un très bon programme. Mais lorsque nous avons évalué en tant que société civile, je suis dans ma position de dire que nous ne sommes pas satisfaits de l'évaluation qui est faite donc, de ce programme. Et donc, les pays s'engagent à accompagner d'autres pays à créer donc, des forêts pour capter le CO2 qui est émis. Mais ce que nous disons en tant que société civile, il ne faut pas simplement donc, encourager les autres pays à créer des forêts pour capter le CO2, à créer des forêts pour capter donc, les émissions, pour que ces pays développés continuent donc, de construire les centrales donc, de charbon, de construire donc, d'aggraver le problème, il faut le dire. Parlant du cas des États-Unis, je vous assure que depuis 2015, après l'adoption de l'accord de Paris, les États-Unis et la Chine, les deux pays ont fermé beaucoup de centrales à charbon. Et quand nous parlons de centrales à charbon, c'est... Après 2015? Oui, après l'accord de Paris, je veux dire. Ces pays ont fermé beaucoup de centrales à charbon. C'est vrai que, comme vous avez dit, je ne peux pas dénier ce que vous avez dit. Sur d'autres plans, ils n'ont pas beaucoup avancé. Ils n'ont pas beaucoup avancé. Et ils ne communiquent pas beaucoup sur les éléments sur lesquels ils n'avancent pas. Ils communiquent beaucoup plus sur les éléments sur lesquels sur les efforts qu'ils font. Effectivement. Quelques décaissements par rapport au fond. Mais l'autre question aussi, c'est
c'est vrai, quand on se projette dans le temps sur l'accord de Paris et les quelques signaux que certains pays ont envoyés, on peut se contenter, se dire que les lignes bougent. Mais après coronavirus, après aussi l'opération militaire en cours des Russes en Ukraine, il m'a semblé que ça doit être inconfortable d'être activiste et surtout engagé dans les questions des énergies renouvelables. C'est vrai ce que vous avez dit. Et lorsque vous évoquez donc la guerre en Ukraine, vous savez aujourd'hui, nous faisons face à deux crises. Le monde fait face aujourd'hui à deux crises. La planète fait face aujourd'hui à deux crises. La première crise, elle est climatique, avec des réfugiés climatiques, avec l'affectation sur des pays comme le nôtre, avec l'affectation sur des pays en voie de développement. Et ces affectations touchent les économies donc, de ces pays en voie de développement. Ça touche nos économies. Ça, c'est la première crise. La crise, la crise climatique. La deuxième crise à laquelle nous faisons face, c'est la crise énergétique. Vous savez, la guerre entre l'Ukraine, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour quoi? C'est pour l'énergie. Vous avez vu comment ça a pris à cause de cette guerre, comment le prix donc, du pétrole a monté, comment le prix donc, de l'uranium a monté. Surtout comment ceux qui avaient essayé de faire les pas vers le vert se sont réveillés, se sont remis en cause. Est-ce que cela ne rend pas votre position inconfortable? Le travail que nous faisons, c'est un travail difficile. Déjà, il faut amener les gens à comprendre les réalités. Parce que la crise, quand on parle de crise climatique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher du bout des doigts. C'est très difficile à expliquer le phénomène. Il y a des subtilités. Trop de subtilités dans la chose. Les gens ne comprennent pas en réalité. Donc, il faut déjà amener les gens à comprendre à travers ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui donc au Maroc, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe avec des tremblements de terre, des inondations qui font beaucoup de morts dans le monde entier. On associe tout ça aujourd'hui au changement climatique. Mais avant de parler de changement climatique, il faut parler de dérèglement climatique sur des décennies. Et donc, ce ne sont pas des phénomènes qu'on peut toucher du bout des doigts. Il faut amener déjà les gens à comprendre donc ces phénomènes, à se les approprier et maintenant à s'engager dans le sens de faire des actions pour apporter des solutions aux choses. C'est ça qui rend surtout notre travail difficile. C'est pourquoi la société civile a pendant longtemps, plusieurs décennies, fait de sensibilisation, fait de la communication à travers les médias. Et vous nous avez beaucoup aidé, vous les gens de médias, vous nous avez beaucoup aidé à communiquer, à aller vers les communautés, les basses communautés, à écouter donc les réalités des choses et à s'engager dans le sens. Lorsque vous allez vers un agriculteur et vous lui expliquez que c'est à cause du changement climatique que la pluie a pris du retard, c'est à cause du changement climatique que sur une courte durée, une pluie qui doit s'installer sur 3 mois tombe en 1 mois et qui crée des inondations. Tout de suite, ils ne comprennent pas. Mais à travers plusieurs projets que nous avons mis en œuvre au Bénin, les gens comprennent, les gens touchent du doigt ces réalités-là. Et maintenant, il faut apporter la solution. Parce qu'il ne faut pas s'attarder seulement à dénoncer le problème. Il faut apporter les solutions qui sont justifiées aujourd'hui. Et d'ailleurs, le nom de mon organisation, 350, vous savez d'où est-ce que le nom est parti? Je vous explique aujourd'hui. Le nom est parti d'une recherche qui a été menée en 2009. En 2009, des scientifiques du monde entier ont mené cette recherche-là sur le climat qui change depuis la période pré-industrielle, depuis les années 1980-1979. Et les scientifiques ont dit, si nous voulons que cette planète soit une planète vivable par l'humanité, par l'humain, il faut limiter les gaz à effet de serre à 350 parties par million de parties. 350 ppm. Les scientifiques comprennent ça. Lorsque vous allez vers une communauté, vers un villageois, vous dites 350 ppm. Il ne comprendra pas. C'est juste expliqué dans des mots, dans des langages compréhensibles par le bas peuple. Et donc, en 2009, cette recherche a été menée. Et c'est depuis 2009 que mon organisation a décidé de porter ce nom, 350.org, pour toujours attirer l'attention des gens sur la limite qu'il ne faut pas dépasser. Mais vous savez où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 411 ppm d'émissions de gaz à effet de serre dans la nature. C'est-à-dire que nous avons dépassé la limite. Nous avons dépassé la limite. Exactement. Et pour cela... Et les choses ne sont pas
prête à, on va dire, changer, hein, parce qu'on l'a dit, il y a eu l'opération militaire en Ukraine et il y a eu ce retour quand même des chantiers de charbon. Beaucoup de pays sont revenus aux fossiles et on a aussi vu les grandes rencontres depuis. La question de l'environnement n'est pas aussi audible. Je sais que vous n'êtes pas pessimiste, je ne serai pas pessimiste. Je crois que les choses vont évoluer positivement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de retours en arrière, beaucoup de pas en arrière. Mais il y a aussi beaucoup de pas qui sont faits en avant. Et ça, j'insiste sur ça. Il y a des signaux qui vous rassurent ou bien vous le dites parce que trop optimiste? Non, c'est parce qu'il y a des signaux qui nous rassurent. Il y en a. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a beaucoup de mobilisations par des jeunes activistes pour empêcher les décideurs dans leur élan. Ce n'était pas comme ça avant. Cet engagement aujourd'hui de la jeunesse qui se mobilise spontanément pour attirer l'attention des gens, des décideurs, freine l'élan de ces décideurs qui veulent, à cause des intérêts pécuniaires, à cause de l'argent, disons les choses terre à terre. J'ai combattu une centrale à charbon en Côte d'Ivoire. J'ai combattu une centrale à charbon au Sénégal parce qu'il y avait beaucoup d'argent de la BAD. Mais il y avait aussi la nécessité de l'électrification. Ça, c'est un besoin palpable, immédiat. Je suis d'accord avec vous sur la question, mais ce besoin doit être comblé par les énergies renouvelables. Ce vide doit être comblé par les énergies renouvelables au lieu de développer les énergies fossiles. Si nous voulons arrêter les changements climatiques, même si nous savons, la science a prouvé que même si on arrête les émissions de gaz à effet de serre, on ferme toutes les centrales à charbon au monde, on ferme toutes les centrales à gaz fossile au monde aujourd'hui, on ferme toutes les centrales d'énergie fossile au monde aujourd'hui, nous allons subir encore pendant plusieurs décennies. Le temps que la nature se rétablisse. Effectivement, nous allons subir. Mais si nous avons les solutions à notre portée, si les solutions sont aujourd'hui scientifiquement prouvées, si l'adaptation aujourd'hui est scientifiquement prouvée, qu'on peut utiliser donc les mesures endogènes pour s'adapter, nos agriculteurs aujourd'hui, en suivant une certaine forme donc de traversée des oiseaux, peuvent savoir donc quand est-ce qu'il faut mettre en terre les cultures, peuvent savoir qu'il y aura de pluie à tel moment. S'il y a de ces connaissances, il faut valoriser cela. Donc je dis, effectivement, la crise est là, mais nous n'allons pas dire que parce que la crise est là, nous n'allons rien faire. La science est assez évoluée aujourd'hui sur la question et je dis encore, j'aime bien le dire, j'insiste sur ça, les énergies renouvelables sont beaucoup plus compétitives aujourd'hui, elles sont disponibles, elles sont moins chères, elles vont créer beaucoup d'emplois, elles vont permettre à nos économies donc de grandir. On va revenir sur la faisabilité, la compétitivité de cette énergie que vous défendez, mais surtout aussi la défense que vous manifestez par rapport à notre capacité à aller à ces énergies-là. Mais avant, on va s'intéresser aux gros pollueurs. Vous avez dit qu'il y a des signaux, mais est-ce qu'il y a vraiment, au-delà des engagements, des éléments que vous pouvez nous rappeler? Oui. Je peux peut-être, moi, quand je regarde à gauche, à droite, sortir peut-être le cas de l'automobile, où il y a effectivement la course pour les batteries, les véhicules à batterie. En dehors de ça, on a du mal à avoir des éléments. Or, nous savons que même si l'Afrique ne pollue pas, tant que les gros pollueurs ne s'arrêtent pas, on est dans les difficultés. Oui, vous avez parlé des batteries. C'est un très bon exemple au Bénin. On a l'exemple au Bénin, le cas avec les motos qui sont développées. Mais je viens du Kenya, de Nairobi, du sommet africain sur le climat. J'étais avec mon collègue qui est là avec moi et nous avons vu des voitures électriques. Les motos sont développées au Bénin. Il faut aller au-delà des motos, il faut aller aux voitures électriques. Mais vous avez oublié d'évoquer les photovoltaïques, l'énergie solaire, avec les panneaux solaires. Et je dis, oui, à quel rythme? À un rythme lent. Mais nous avons des pays aujourd'hui qui sont très en avance. Je prends le Maroc. Ils sont très en avance. Là, toujours, on revient. Et nous avons la technologie. On revient à l'Afrique. Hein. Je voudrais qu'on se projette par rapport à ça aux pays développés. La Chine, est-ce qu'il y a des signaux en dehors de leur avancée, bien évidemment au niveau de l'auto et de la moto? Est-ce qu'il y a des avancées? Il y en a. Il y en a. Je ne voudrais pas parler de la Chine. Je voudrais parler des États-Unis. À Nairobi,
quand nous étions donc pour le sommet africain sur le climat, nous avons vu l'envoyé donc au climat donc du président Biden, John Kerry, qui était à Nairobi, qui a fait un discours qui a touché tout le monde. Il a montré donc les avancées, tout ce qui se fait, et il ne s'est pas juste arrêté à là. Il a également donc montré les efforts en matière de financement. Parce que tout ce que nous disons, il ne faut pas écarter le côté financement. Nous en avons besoin. Pour développer le photovoltaïque, pour développer les motos électriques, les voitures électriques, nous avons besoin de financement. Nous avons besoin de la technologie. Vous ne voulez pas que je reste, je m'accentue en Afrique. Mais nous avons une forte technologie du Maroc. J'aime bien le dire, c'est des cas que je connais, c'est des cas que je maîtrise. Nous avons une forte technologie venant du Maroc en matière donc de transfert de technologie sur le photovoltaïque, sur les motos électriques, sur les voitures électriques. Du Kenya, du Bénin vous disent que l'Afrique est prête ou peut être prête à très vite faire la transition. Nous sommes sur la bonne voie. J'ai bien aimé que vous évoquiez donc le cas du Kenya. Au Kenya, vous savez, ils ont un mix énergétique de plus de 90%. Quel plaisir de vivre dans un pays. Est-ce qu'ils tiennent le pari de l'électrification des Kenyans? Ils sont sur le bon chemin, je vous avoue. Les régions que je connais au Kenya, je ne suis pas resté seulement à Nairobi. J'étais à Mombasa, j'étais dans d'autres régions. Ils sont sur le bon chemin. Plus de 90% du mix énergétique venant de l'énergie renouvelable. Mais c'est un plaisir de vivre dans un pays comme ça. Et j'ai séjourné plusieurs fois, plus de 2 semaines. Pas une seule fois de coupure d'électricité. Vous avez tout qui fonctionne au soleil, plus de 90%. C'est un rêve que nous nourrissons pour le Bénin. Quand nous venons en Afrique de l'Ouest, le Ghana est sur un bon chemin. Notre pays, j'ai évoqué le PONADER tout à l'heure, qui est un très bon programme sur lequel il faut encore insister. Donc, vous avez évoqué le cas du Kenya. C'est un très bon exemple en Afrique qu'il faut encourager. J'ai du plaisir à citer le Maroc. Ils font de très bons efforts. Donc, pour revenir sur les États-Unis, qui véritablement veulent mettre l'argent dans la balance, veulent financer les projets. Même si on maintient les espaces de gaz de schiste, il n'y a pas de souci. Non, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Il faut plutôt aller voir, il faut voir le bon côté des choses. Il faut voir ce qui inspire. Je suis activiste et je travaille avec des jeunes. Vous savez, quand vous allez à la rencontre donc, de ces jeunes-là, il faut les inspirer. Il faut susciter en eux l'engagement. Il faut susciter en eux l'action. Il faut montrer le bon côté des choses. Quand vous parlez, par exemple, des énergies renouvelables qui peuvent, d'ici 2050, créer massivement d'emplois pour la jeunesse. Les jeunes sont contents. Ils veulent rester au Bénin au lieu d'aller à l'étranger. On va consacrer un numéro de cette émission aux capacités d'employabilité de l'énergie verte. Ce serait avec plaisir. J'ai beaucoup de chiffres, ce serait avec plaisir. Et consacrer un numéro à ça. Mais très rapidement, parce que le temps est juste, on va dire, derrière nos talons, mais il y a des initiatives, et notamment en vue, notamment le mois de novembre, qui est un mois charnier, important pour vous. Notamment le 4 novembre déjà, il y a ce qu'on pourrait, si je ne me trompe, appeler le Power Up. C'est bien ça. Exactement. De quoi il s'agit? Pourquoi cette activité est importante pour l'énergie? Avant d'aller au 4, si vous permettez, déjà le samedi prochain, nous organisons une restitution du sommet de Nairobi, le sommet africain sur le climat, qui a réuni plus de 20 000 participants, avec plus de 20 chefs d'État qui étaient présents à Nairobi du 4 au 6, avec des experts béninois, du ministère donc, du cadre de vie et d'autres ministères qui étaient là. Et ce qui s'est passé là-bas, nous allons faire la restitution le samedi prochain à l'université d'Abo Mekalavi. Le 4 novembre, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons une mobilisation mondiale pour dénoncer les compagnies fossiles qui font beaucoup de profits contre les communautés. Je veux parler de Total Energy. Je veux parler d'autres compagnies, par exemple, qui font beaucoup de profits, qui gagnent beaucoup d'argent, qui n'investissent pas dans les communautés, qui se font d'argent au profit des communautés et contre le climat. Donc, nous allons dénoncer ces compagnies et mettre en lumière les solutions que nous voulons que ces compagnies-là puissent soutenir. C'est ce que nous allons faire. Et nous avons au Bénin, la mobilisation aura lieu à la place des Martyrs le 4 novembre, c'est un samedi. Nous allons faire une mobilisation avec des artistes, avec des jeunes
cette mobilisation sera alimentée par des énergies renouvelables, par des équipements solaires. Ce serait en soirée. Nous n'allons pas utiliser le courant de la SB2E qui nous vient donc de l'hydroélectricité, ce n'est pas mal, mais nous n'allons utiliser que des équipements solaires, de l'énergie propre. Et ce serait très vivant, ce serait des moments que nous appelons les gens donc à venir pour toucher du doigt ce que nous disons, les énergies renouvelables. Et ce serait donc pour accompagner donc cette mobilisation mondiale, pour envoyer un message fort à nos décideurs, pour demander que nous voulons beaucoup plus d'investissements dans les énergies renouvelables de la Banque africaine de développement, pour faire du plaidoyer vis-à-vis donc de nos décideurs, que nous voulons que nos communautés puissent avoir accès à l'énergie, mais de quelle forme d'énergie? Nous voulons que ça soit donc des énergies renouvelables. Parce que c'est ça la solution à la crise climatique. Notre dernière question, et c'est pour sortir de cet entretien, Christian Roncanou, dites-nous, sans utopie, mais avec, on va dire, foi, est-ce qu'il y a possibilité de s'échapper du fossile? Est-ce qu'il y a des possibilités? Il y en a. Les possibilités existent de laisser le fossile dans le sous-sol. Les fossiles sont destinés à rester dans le sous-sol. Lorsque vous allez les chercher, après vous aurez les tremblements de terre qui vont avaler 30 000 morts en Libye, qui vont faire déplacer, donc des déplacés climatiques. Les fossiles, Dieu a fait les fossiles pour rester dans le sous-sol. Lorsque vous allez les enlever du sous-sol, vous créez des dégâts et ces dégâts, dans 10 ans, dans 20 ans, les conséquences vous reviendront. Ça, c'est sûr. C'est pourquoi nous disons, laissez les fossiles dans le sous-sol, développer le solaire que nous avons, développer avec les cours d'eau, l'hydroélectricité, développer avec les plages que nous avons, donc l'éolienne. Nous avons une vaste étendue de plages sur lesquelles nous pouvons mettre donc de l'énergie éolienne pour alimenter nos communautés. Nous avons des cours d'eau dans lesquels on peut mettre donc l'énergie hydroélectrique pour alimenter donc nos communautés. Nous avons le soleil. Presque 365 jours dans l'année, nous avons le soleil. On peut utiliser ce soleil-là pour le photovoltaïque. Donc, on peut laisser les fossiles dans le sous-sol et c'est notre message. Laissez les fossiles dans le sous-sol. Développons les énergies renouvelables, 100% d'énergie renouvelable pour nos communautés. Parce que, si vous permettez, les énergies renouvelables, j'ai dit, sont beaucoup plus compétitives et sont beaucoup plus accessibles à nos communautés. On va y revenir, la compétitivité de cette énergie et aussi les capacités d'employabilité de cette énergie. On va consacrer, comme je l'ai promis, un numéro à ces aspects-là. Christian Roncanou, flanqué de son ami, si vous voulez, son frère Anas Seko, qu'on aura aussi l'occasion sans doute d'avoir dans cette émission. Et comme nous l'avons promis, très prochainement, on aura une autre occasion pour aborder d'autres aspects même, ceux qui n'ont pas été promis jusque-là. Je vous invite pour les deux mobilisations dont j'ai parlé. Le samedi, si vous êtes occupé, Anna promet mobiliser environ 500 personnes à la place des martyrs. Ce serait assez intéressant. Nous allons inviter les médias et vous êtes le premier média que nous invitons d'ailleurs. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. À la prochaine, toujours pour évoquer les sujets d'intérêt environnemental.